Repenser la consommation. Les podcasts du Cercle de l'Obsoco en partenariat avec Moustique The Audio Agency et The Conversation. Dominique Desjeux, anthropologue, professeur émérite à l'Université Paris-Descartes, Sorbonne Paris-Cité, consultant international sur les innovations, les processus de décision et la consommation. Bonjour, je trouve que Olivier Badeau est un vrai ami. Il n'oublie personne. Et je rappelle juste pour la petite histoire, enfin la grande histoire pour moi, du reste que grâce à Olivier, j'ai découvert un des plus grands malls américains, en fait au Canada, à Toronto. Edmonton, exactement. Que j'ai découvert comment on pouvait faire marcher une caravelle au milieu d'un mall, etc., etc. Et Olivier est un joyeux compagnon et efficace. Et là, on a une thèse lundi ensemble. C'est une des meilleures thèses que j'ai vues en sciences de gestion en termes d'ethnographie. C'est un travail formidable. Bon, ceci étant dit, c'est ce qu'on appelle une captatio benevolentiae en français, pour capter l'auditoire. Donc, je vais essayer de tenir en 15 minutes. De toute façon, au bout de ça, on me fera signe au bout de 10 minutes, et je m'arrêterai au bout de 15 minutes. Tout ça, de toute façon, sera en ligne quelque part, c'est pas très gênant. Alors voilà, c'est un tableau assez simple. Pour dire que c'est toujours compliqué, c'est une antiphrase. Ça, c'est aussi une captatio benevolentiae. En général, je vais vous dire, ceux qui font des tableaux ou des schémas, il n'y a que qui les comprennent. C'est une grande règle que j'ai remarquée en pédagogie. Donc ici, ce tableau-là est intéressant. Si on le décompose en 2 ou 3, vous regardez les cartes qu'il y a à droite et à gauche et qui vous montrent qu'on n'est pas le centre du monde. Et notamment la carte en haut à gauche, c'est une carte d'un puzzle chinois que j'ai pris en photo en 2004, que je vais assez souvent en Chine, et qui, tout d'un coup, on peut dire ça comme ça, c'est pas très grave, me fait découvrir qu'on n'était pas le centre du monde. Plus intéressant encore, tout le monde se prend pour le centre du monde. C'est aussi assez intéressant. Et la dernière, celle qui est en bas à gauche, encore plus intéressante, c'est le monde entre guillemets à l'envers. Et quand on travaille sur l'interculturel comme moi ou sur les consommations à l'international, on est sans arrêt confronté à des différences de point de vue. Encore ce matin, j'ai fait une découverte, il y a pourtant longtemps que je vais en Chine, c'est qu'en Chine, on travaille toujours sur 2 calendriers, à la fois lunaire et solaire. Et moi, je disais, ah oui, c'est intéressant le solaire parce que ça bouge tout le temps. Alors, on me dit, ah non, c'est pas le solaire qui bouge, c'est pas le lunaire qui bouge, c'est le solaire qui bouge. Donc, vu de mon point de vue à moi, tous les ans, les dates de 1er janvier, entre guillemets, qui n'existent pas, changent. Alors que pour un Chinois, la fête du printemps, c'est le 1er janvier qui change. Et sans arrêt, on est confronté à ça. Le deuxième élément intéressant, c'est en termes de méthode. C'est le cœur de la méthode. J'ai une méthode qui n'est pas extraordinaire du reste, mais qui est assez liée au désordre que j'observe dans le monde entier. Mais j'ai besoin de mettre de l'ordre, et donc, quelque part, je considère le monde et la consommation comme un grand système d'action, avec de la production, de la distribution, de la consommation et de l'environnement. Et surtout, à l'intérieur de ce cercle, j'ai repéré, il y en a sûrement d'autres, mais ce n'est pas très grave, 5 facteurs sur lesquels je travaille pour essayer de comprendre, au fond, qu'est-ce qui fait bouger tout ça. Donc, j'ai l'énergie. Je vous montrerai tout à l'heure un rapide historique de l'énergie pour montrer en quoi c'est un facteur prédominant aujourd'hui pour comprendre la consommation. Mon deuxième facteur, c'est tout ce qui est lié à la mobilité et à la logistique. Avec Jean-Claude Roineau, on a une formule que j'aime bien, on la partage, c'est épistémologie sans logistique ne sont que ruines des sciences humaines. Pour moi, la logistique, le budget, le temps, ces contraintes-là, une fois qu'on les a, le reste va relativement bien. Le troisième élément, c'est la finance. Non pas que je l'aime, comme dirait l'autre, ou que je ne l'aime pas du reste, mais je vois à travers l'histoire, notamment économique, que sans arrêt, les problèmes se posent autour de la monnaie, par exemple, des dévaluations, des dettes. Et pourquoi la France, par exemple, a perdu au XVIIIe siècle face à l'Angleterre après la guerre de 7 ans? Pourquoi elle a perdu le Canada, les États-Unis et l'Inde? Parce qu'elle avait fait faillite avec les actions du Mississippi, qu'elle n'avait pas voulu rembourser, alors que les Anglais avaient remboursé leurs dettes et que personne n'a plus voulu financer la France, sa dette souveraine, nécessaire pour financer la guerre. Donc il faut toujours se rappeler que quelque part, la monnaie ou la finance, quel que soit le terme qu'on va utiliser, c'est fondamental dans les stratégies au niveau international. Les nouvelles technologies, alors j'en ai une que j'adore, que je cite maintenant. Pour moi, la globalisation a démarré, en gros, c'est pas très gênant, il y a 3000 ans, avec les 2 grandes routes de la soie, celle du Nord et celle du Sud. Et qu'est-ce qui fait que la route de la soie entre la Chine et le Moyen-Orient, on dirait aujourd'hui beaucoup plus que l'Europe, l'Europe qui n'était rien du tout jusqu'au XVIIIe siècle, mais entre la Chine et le Moyen-Orient s'est développé, c'est grâce à une nouvelle technologie de l'époque qui a été la domestication du chameau. Et grâce au chameau, ça a pu se développer. Alors qu'est-ce qui a remplacé le chameau aujourd'hui, qui continue à exister?
et qui n'est pas un dromadaire qu'on va trouver par contre dans le Sahara, ce sont les containers. Pourquoi je parle des containers? C'est eux qui ont remplacé les chameaux. Ça, c'est la route de la soie du Sud, celle qui part de la Chine ou de la Corée du Sud, où j'étais il y a encore 3 semaines, où j'ai découvert des choses tout à fait intéressantes. Notamment, j'ai découvert que en Corée, il y avait un croiseur qui partait dans le golfe d'Aden. Pourquoi le golfe d'Aden? Parce que c'est là que passent 40% des marchandises du monde et qu'il y a des pirates. Et donc, la Corée du Sud, la Chine, les pays européens ont des bateaux qui sont concentrés dans le golfe d'Aden pour protéger le passage de la marchandise. Et la semaine dernière, j'ai lu qu'une des plus grosses sociétés portuaires chinoises était en train d'investir à Djibouti. Ils l'ont déjà fait au Pirée. Donc vous regardez bien, j'ai une carte que j'ai peut-être passée tout à l'heure, on va voir. Aujourd'hui, c'est ça le point intéressant, c'est mon premier point historique. Le point intéressant, c'est de montrer qu'il y a une espèce de continuité de l'histoire, même s'il y a des formes différentes, évidemment, des discontinuités, mais qui est très intéressante. Et aujourd'hui, il est en train de se reconstituer une espèce de globalisation entre la Chine et le Moyen-Orient et une partie de l'Europe. Paris n'est pas dans le circuit, hein. C'est très vexant pour nous, on n'a pas été choisi dans la route de la soie. Les nouvelles technologies et la force militaire, très important, je l'ai évoqué à travers Djibouti, etc. Aujourd'hui, un des points centraux pour moi de tension internationale, c'est les mers de Chine. Beaucoup plus que le Moyen-Orient, qui est un point de tension très fort et ouvert, il est chaud, mais le point le plus chaud, c'est aujourd'hui le Pacifique d'un côté et la mer de Chine de l'autre. Et les problèmes militaires sont extrêmement importants dans l'émergence de ce qui perturbe le système production, distribution, consommation, environnement. Ma deuxième partie est de dire, au fond, qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui? Alors j'ai appelé ça des retours, c'est un peu des métaphores, certains sont des vrais retours, d'autres non. Le premier retour important, qui est une constante, c'est le retour des guerres. Le retour des guerres, c'est-à-dire aujourd'hui, une partie des régulations des problèmes, c'est montré par Battistello, qui est très intéressant. Le retour, ce qu'il appelle de l'état de guerre, c'est depuis la guerre en Irak, c'est le fait qu'aujourd'hui, une façon de réguler les problèmes, il reste encore les régulations internationales. Vous voyez l'arrivée de Trump qui remet tout ça en cause. Une façon de réguler les problèmes, c'est à travers des guerres. Des petites guerres, des moyennes guerres, j'espère pas des grandes guerres, mais ça, on ne sait strictement rien. J'ai appris en Corée que si Trump enlève ses troupes, il doit y avoir 13 000 marines en Corée du Sud, et s'il diminue la défense militaire, vous voyez l'importance que ça a pour la suite dans les mers du Nord, notamment de Chine du Nord, le Japon est à 6 mois de la bombe nucléaire. 6 mois. Pourquoi 6 mois? Ils ont signé les accords de non-prolifération, ils se sont arrêtés juste à un moment, ils ont fait un calcul. Si jamais l'Amérique ne nous soutient plus, que la Corée du Nord nous menace, voire la Chine, en 6 mois, on a la bombe atomique. Ce sera peut-être 8 à 12 mois pour la Corée du Sud. C'est une situation relativement explosive. Je ne dis pas que ça se passera comme ça, hein, mais c'est bien important d'avoir dans la tête, surtout aujourd'hui, les questions militaires comme événements qui émergent et qui peuvent changer le fonctionnement du système. Et là, ici, cette carte-là est toute récente. C'est pour montrer les 3 grands budgets militaires qui ont augmenté, entre autres. Hein. C'est-à-dire la Chine, la Corée du Sud, et puis j'ai oublié le 3e parce que je n'arrive pas à le lire d'ici. Mais c'est important, c'est la Chine et la Corée du Sud qui ont largement augmenté leur budget militaire. Ici, c'est pour rappeler les grandes routes de la soie. La première, elle est à peu près autour de 1300. Et on voit que tout le commerce se passe entre la Chine et le Moyen-Orient, que l'Europe est à l'autre côté. N'oubliez jamais quelque chose d'important. Si on veut comprendre la géopolitique aujourd'hui, c'est que l'Europe n'était rien entre l'Empire romain, on va dire 500 pour faire vite, et en gros le XVIIIe siècle. L'Europe a recommencé à émerger vers 16e, 17e, mais c'était rien dans le monde. Les 4 grandes forces, c'était l'Inde, la Chine, la Perse, on va dire les Turcs, qui avaient bouffé le peu qui restait de l'Empire oriental, qui était Byzance. C'est ça les grandes forces. Et aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, notamment à travers l'énergie, on le voit très bien, c'est le retour de ces grandes forces. D'où du reste toutes les batailles qu'il y a aujourd'hui au Moyen-Orient. Ces forces-là existent, elles se battent, et elles touchent à la circulation des biens, des personnes et des marchandises. Hein. C'est ça qui est derrière à chaque fois. Et la carte de droite montre la carte moderne d'aujourd'hui, avec le golfe d'Aden, avec le Pirée, jusqu'au nord de l'Allemagne. Il me reste combien de temps là, Chaboudou? 5 minutes. Voilà. Alors maintenant, ça c'est les cartes pour montrer la circulation et les zones de tension militaire, avec à droite le cruiser, c'est un destroyer, c'est un peu plus petit, un destroyer coréen. Vous avez les porte-containers qui ont remplacé les chabots, et vous avez les zones de tension. Ici, c'est pour rappeler le deuxième retour important, il y en a 3 ou 4, mais je ne vais pas tous les voir, c'est le retour de l'Asie.
c'est la partie jaune, ça nous suffit pour le moment, c'est la montée de la classe moyenne asiatique, dans lequel il y a à la fois l'Inde, la Chine et toute l'Asie du Sud-Est. L'Indonésie, j'oublie sur le chiffre, mais c'est entre 2 et 300 millions de personnes, l'Indonésie. Hein, c'est un des gros pays aujourd'hui, avec une très forte classe moyenne, des tensions aussi très fortes avec une majorité musulmane et une minorité chrétienne. Toute la zone, ça c'est intéressant, quand vous regardez la route de la soie maritime et la route de la soie par terre, c'est la zone de développement de l'islam. C'est aujourd'hui qu'il y a là les tensions internationales les plus fortes. Après ça, je fais un rappel que je trouve intéressant, qui est de dire, je ne sais pas si c'est pas moi qui l'ai fait, hein, en lisant les livres d'histoire notamment américains, le rappel le plus important, c'est qu'au XVIIIe siècle, toute l'énergie était biologique. Énergie humaine, les hommes, les femmes, animales, vent, etc. Au XVIIIe, il y a le charbon qui transforme tout, puis après ça, on passe aux énergies fossiles. À partir de 2000, c'est tout récent, les énergies alternatives deviennent tout d'un coup stratégiques. Et c'est une de nos chances par rapport à la transformation de la consommation. C'est là que ça se passe, c'est sur l'énergie alternative. Et je rappelle, à travers des photos, ça c'est mes enquêtes personnelles que j'ai faites depuis pas mal d'années, ça c'est les formes d'énergie qui existent traditionnellement, l'eau, le feu, l'énergie animale, ça c'est un dromadaire dans le Sahel, ça c'est l'énergie humaine avec les enfants qui font la cuisine à droite, un homme qui fait le tissage. Tout ça à 30, 40 ans, pas plus. Et il y a encore des sociétés comme en Chine qui fonctionnent à base d'énergie humaine. Hein. On l'a oublié, c'est tout. Dans les sociétés agraires, c'est le cœur de ma démonstration, le cœur ici, c'est de dire, jusqu'à maintenant, enfin jusqu'au XVIIIe siècle, il y avait unité entre production, consommation et distribution, et environnement quelque part, autour du village. Ça, c'est ce que j'ai fait quand je travaillais au Congo et à Madagascar. Il y a eu séparation des lieux de production, des lieux de distribution avec l'émergence des malls, l'émergence des passages, etc., passages commerciaux. Et aujourd'hui, le point intéressant, c'est ça, c'est que pour une partie des sociétés, on assiste à une recentralisation, j'allais dire, dans l'espace domestique, du lien entre production, consommation, distribution et environnement. Alors, je vais aller mes derniers slides pour le montrer. Ça, c'est l'énergie humaine à chaque fois, les formes d'énergie humaine que je rappelle là. Les grands passages, les malls, Badou, tout ce qu'on voudra. Le retour dans les sociétés modernes de l'unité entre production, consommation et distribution. Ici, vous avez les ouvrages de mes collègues et néanmoins amis, comme on dit à l'université, qui vous montrent comment le cercle de l'Obsoco a fait apparaître toutes ces données-là en travaillant ensemble, alors qu'on ne part pas du tout des mêmes endroits. Et pour terminer, j'ai une thèse simple, c'est une thèse imagée parce qu'il faut toujours avoir des images pour comprendre ce qu'on veut dire ou pour faire passer ce qu'on veut dire, c'est qu'aujourd'hui, l'espace domestique est devenu un espèce de mini-hub digitalisé grâce à la multiplication des écrans. Dans les enquêtes que je fais en France et dans les pays très développés, il y a encore 10-15 ans, la pièce centrale, c'était le living, dans lequel se concentraient les quelques écrans qu'il y avait à l'époque. Aujourd'hui, comptez tous les écrans qu'il y a. C'est extrêmement intéressant. Il y en a partout. Et là, j'ai mis exprès, le dernier que j'ai découvert, il y a 3 semaines, c'est un réfrigérateur coréen. C'est une pub de Samsung ça existe depuis longtemps sous forme de prototype. Hein. Mais c'est intéressant de voir que là, il le présentait comme quelque chose pour un produit à forte diffusion. Et à partir de ça, on gère les stocks. Donc, c'est aussi un écran. À gauche, la publicité, c'est une publicité pour commander des repas que je trouvais, c'est cette semaine, hein, je l'ai prise dans le métro, ou peut-être je l'ai prise sur Internet celle-là, et qui montre comment l'espace domestique est à la fois un lieu de consommation, mais aussi un lieu de production, mais un lieu de distribution, puisqu'aujourd'hui, à partir du logement, de l'espace domestique, je peux commander, je peux faire venir, et on observe aujourd'hui de fait, notamment autour du fameux dernier kilomètre ou du dernier mètre, on a bossé là-dessus pour la Poste, eh bien, on observe aujourd'hui une montée de la livraison. Et ça, je trouve ça intéressant. On le sait depuis longtemps, tout ça. Ce qui est intéressant, c'est la concentration, tout d'un coup, dans l'espace domestique, de toutes ces technologies qui étaient assez dispersées et qui, maintenant, quelque part, se reconcentrent autour de l'écran. Merci pour votre attention. Voilà. Alors, la chute que j'ai oubliée, quel est le lien avec le système du début? C'est que les écrans ne sont pas très bons en termes écologiques. Et donc, quelque part, notamment à cause des terres rares, qui sont contrôlées à 80%, 90% par la Chine, et qui sont des sources de tension, voire des sources de tension militaires. Donc, aujourd'hui, on voit très bien
qu'on ne peut pas échapper à ce système où à la fois on consomme des téléphones, on consomme des écrans, on consomme des terres rares, et ça joue sur la production, et il y a des tensions militaires autour de ça et des tensions écologiques. C'était ça le lien avec le macrosystème. Le colloque n'aurait pas eu lieu sans le soutien de l'ESCP Europe, du Master Métier des études du Conseil et de l'intervention de l'Université Paris Diderot et du groupe La Poste. Il est dédié à la mémoire de Michel Enochberg, professeur d'économie à Paris-Ouest et membre du cercle de l'Obsoco depuis sa création.